Dans cette émission, Bernard de Montréal discute de la violence psychologique. Il explique que la violence peut être utilisée de différentes façons, y compris de manière créative pour provoquer un changement ou débloquer une situation. Toutefois, il souligne que la violence peut également révéler une incapacité à contenir son énergie, ce qui peut mener à des comportements violents abusifs. Il précise que la violence en elle-même n'est pas le problème, mais c'est l'incapacité à contrôler et mesurer les conséquences de ces actions qui posent souci. Il mentionne également que certaines personnes sensibles, ayant été maltraitées par la vie ou leur entourage, peuvent avoir des réactions violentes plus intenses. Il souligne que ces personnes doivent apprendre à contenir leur énergie pour éviter des réactions nocives. Finalement, il insiste sur l'importance de contrôler son énergie violente de manière intelligente et créative, même si l'on pense avoir raison dans une situation. L'auteur affirme que l'homme doit apprendre à contrôler son énergie pour ne pas devenir victime de la violence qu'il crée et projette dans le monde. Il souligne que la compréhension des mécanismes de l'ego peut mener à une prise de conscience de la violence présente dans le monde, ce qui peut provoquer une réaction violente chez certaines personnes. Cependant, il insiste sur le fait que l'individu doit parvenir à contrôler cette énergie pour qu'elle soit utilisée de manière constructive. En effet, la violence non contrôlée devient une expérience néfaste pour l'âme de l'individu. En revanche, une personne qui exprime sa violence de manière créative et contrôlée peut donner une forme d'expression artistique à cette énergie. L'auteur mentionne également le danger de la violence déguisée sous forme d'hypocrisie, soulignant que la violence ouverte peut être mesurée, tandis que la violence cachée peut induire en erreur et manipuler les autres. Il évoque également la manipulation psychologique qui peut mener à la destruction d'un individu à long terme. La violence dont parle BDM n'est pas une violence ouverte, mais plutôt une violence politisée, exercée par des hommes d'affaires à travers des actions légales. Cette violence est masquée et dangereuse car elle est exercée par des personnes qui détiennent du pouvoir. BDM explique que la violence peut être créative lorsqu'elle est contrôlée par l'individu et utilisée pour transformer une énergie extérieure à lui-même. Il souligne cependant que pour cela, il faut être conscient de sa violence et être capable de la contenir. Dans le cas de l'éducation des enfants, BDM considère qu'une certaine forme de violence est nécessaire pour établir une discipline créative, mais cette violence ne doit pas violer l'enfant. La violence devient violente lorsqu'elle attaque quelqu'un dans des conditions qu'il ne peut pas maîtriser et lorsqu'il n'y a pas de possibilité de dialogue. BDM explique également qu'il peut y avoir des situations où une violence sournoise provoque une violence plus radicale et instantanée chez l'individu. Par exemple, le fait de se faire narguer peut conduire à une réaction violente. Dans cette conversation, les intervenants discutent de la violence, notamment de la violence subtile et de ses conséquences. Ils soulignent que la violence subtile peut être dangereuse car elle attaque la psyché de l'individu et peut être manipulatrice. Ils mettent en garde contre la perception de la violence, car il peut y avoir des violences occultes ou subtiles dans différentes situations de la vie quotidienne, comme le travail ou l'environnement social, qui peuvent conduire à des comportements violents. Ils expliquent que dans la société moderne, il y a un besoin accru d'expression de la liberté, qui peut entraîner des conséquences accumulatives et rendre les individus victimes silencieuses de ce besoin individuel et collectif. Dans cette discussion, le conférencier souligne que la société américaine est de plus en plus violente et que la télévision joue un rôle dans la création de cette violence. Selon lui, regarder la violence à la télévision crée un stress psychique chez les individus et peut les pousser à agir de manière violente. Il mentionne également que certaines personnes sont plus susceptibles d'être influencées par la violence à la télévision en raison de leur immaturité émotionnelle. Il donne l'exemple de cas de meurtres commis par des individus après avoir regardé des programmes violents. Le conférencier souligne également que la violence à la télévision imprègne le corps astral, créant ainsi une proximité avec les comportements violents. Il précise que les Américains sont plus violents en raison de leur histoire et leur culture de l'Ouest. Cependant, il fait une distinction importante entre la violence et l'agressivité, en soulignant que la violence est un état d'esprit tandis que l'agressivité est un état d'âme. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent de la distinction entre l'agressivité et la violence. Selon Boulevard M, l'agressivité est une mémoire archaïque de l'âme humaine, un réflexe lié au système de défense de l'individu. La violence, quant à elle, est un état d'esprit déclenché par une idéologie. BDM explique que certaines personnes ont transformé leur agressivité en violence, qui est devenue un art et un contrôle mental. Il souligne la différence entre les deux et affirme que les personnes qui ont transmuté leur agressivité en violence ne sont
Pas dangereuse car cela fait partie de leur mental, de leur philosophie. Ensuite, les interlocuteurs discutent du rôle du cinéma viol dans la société. BDM explique que cela permet à la société d'étudier ses maux et de les corriger, de comprendre les points faibles et les défauts de son caractère global. Il nie l'existence d'une conspiration internationale visant à promouvoir la violence, car cela mettrait en danger les forces en place à court ou à long terme. BDM affirme que le pouvoir, bien qu'il règne par la peur, ne cherche pas nécessairement à maintenir la violence dans le monde, mais qu'il utilise la violence pour régler les problèmes qu'il rencontre. Il souligne que cela relève plus de la qualité inconsciente du pouvoir que d'un besoin sociologique délibéré. Enfin, il affirme que la violence n'est pas nécessairement inhérente au pouvoir, mais dépend de divers facteurs tels que la région politique, les personnes impliquées et les sphères de traitement. Dans cette conversation, V. Bhattacharya, Boulevard M, explique que la violence dans la politique est moins présente dans les pays démocratiques où le pouvoir est réparti entre différents organismes et agences. Au contraire, dans les pays où le pouvoir est concentré entre quelques familles ou chefs de province, la violence politique est plus courante. Cependant, avec le temps, cette violence tend à diminuer. En répartissant le pouvoir, on crée un équilibre et on évite l'émergence d'une violence agressive. En revanche, lorsque le pouvoir est concentré, la violence devient autodidactique et peut conduire à des dictatures. Concernant les syndicats, BDM indique qu'il peut y avoir des syndicats intelligents qui cherchent l'équilibre entre le patronat et les travailleurs et d'autres qui sont avides de pouvoir politique. Dans ce dernier cas, le syndicat peut créer une instabilité pour continuer à obtenir du pouvoir, ce qui est dangereux. Il revient alors aux travailleurs de juger si leur syndicat est sain d'esprit. Le débat porte sur le pouvoir et la répartition du pouvoir dans la société. L'idée est que lorsque le pouvoir est concentré entre les mains de quelques individus, il peut être utilisé de manière abusive et violente, affectant la survie et le bien-être des individus. La répartition du pouvoir, que ce soit à travers un syndicat ou un autre environnement, pourrait permettre une meilleure répartition des décisions et aider à créer un équilibre dans la vie des individus. Cependant, la démocratisation du pouvoir peut également avoir des effets négatifs, car elle peut conduire à une diminution de la capacité de ceux qui gèrent la société. Il est important de permettre aux individus au pouvoir de prendre des décisions éclairées et intelligentes pour le bien de tous. La démocratie est un processus en évolution et il est nécessaire d'atteindre un niveau de conscience universel pour que les décisions prises par les dirigeants bénéficient aux masses. Actuellement, la société est en période de transition, où les petites sections de pouvoir sont créées, mais cela nécessite une réorganisation constante de la société, ce qui devrait normalement être la tâche du gouvernement. L'intelligence créatrice et la capacité de décision éclairée devraient appartenir au gouvernement, qui doit prendre des décisions importantes pour la société, comme la séparation du Québec, la préservation de la langue française et la gestion de l'immigration. L'auteur soulève l'idée d'un influx d'énergie mentale dans la conscience collective de masse, qui permettrait aux individus de se concentrer sur leur travail et de profiter de leurs vacances plutôt que de se laisser distraire par des conflits interpersonnels et des scandales politiques. Cependant, il constate un manque d'intelligence créative, de conscience créative et de volonté créative dans les gouvernements, qui fonctionnent selon des protocoles et des politiques désuets. Il propose la création de sénats civils composés d'intellectuels et de citoyens compétents, afin d'agir en tant qu'intermédiaire entre la population et le gouvernement. Cette embodied population of men travaillerait à plein temps, développerait une expérience riche et faciliterait les échanges avec le gouvernement. L'auteur souligne également la responsabilité sociale de la population à agir là où les gouvernements échouent, tout en reconnaissant les difficultés et les contraintes auxquelles sont confrontés les gouvernements actuels. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent de la reconnaissance des individus qui détiennent le pouvoir politique et de la crédibilité qui leur est accordée par la base. Ils soulignent que certains dirigeants politiques ont un charisme et une aura qui font d'eux des figures charismatiques indiscutables. Cependant, l'un des interlocuteurs ajoute que la société est en transition et que les masses cherchent à enlever du pouvoir à ceux qui l'ont mal utilisé par le passé. Cependant, selon cet interlocuteur, en retirant du pouvoir à ses dirigeants, on augmente en réalité la violence, car les masses ne sont pas psychiquement équipées pour contenir leurs sentiments. Il explique que les masses vivent au niveau de l'expérience de l'âme, tandis que les individus conscients se retirent des problèmes de la masse car ils vivent au niveau du mouvement de leur esprit. Il souligne également que les masses ne sont pas en mesure de contenir leur violence car elles ne peuvent pas l'exprimer mentalement. En conclusion,
retirer du pouvoir ne résout pas le problème de la violence et peut même l'aggraver. Les masses ne sont pas psychiquement préparées à gérer leurs émotions, ce qui contribue à l'instabilité psychologique et à la résolution des problèmes dans la rue plutôt qu'à l'intérieur des institutions. La violence mentale peut causer des destructions, surtout lorsqu'elle est utilisée de manière non intelligente. Elle peut même entraîner la mort, surtout lorsque des individus se servent des forces occultes pour tuer à distance. Toutefois, cette violence n'est pas créatrice, mais plutôt astrale et idéologique. La violence patriotique peut être justifiable dans le but de protéger un territoire contre un ennemi commun. La territorialité fait partie de l'instinct de l'humanité et des animaux, mais il est important de contenir sa violence pour éviter les dangers. Dans le dialogue autour de la protection territoriale, il est essentiel de tenir compte des souhaits de la personne protégée, que ce soit un conjoint ou une conjointe, afin de définir les limites à respecter. Lors d'un entretien, Bernard de Montréal et l'interviewé discutent de la notion de territoire et de la nécessité de le défendre. Bernard affirme que le territoire est ce que l'on est prêt à défendre avec sa vie, et qu'il est nécessaire de faire preuve de créativité pour le faire. Il souligne que cela ne signifie pas nécessairement être pacifique, car il y a des situations où il faut se montrer plus agressif. Il prend l'exemple de traités avec les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale, expliquant qu'il ne fallait pas être pacifique avec eux. Il déclare aussi avoir dû se défendre physiquement dans une situation où un homme l'a pris pour un homosexuel et l'a attaqué, illustrant ainsi qu'il y a différentes façons de gérer les conflits en fonction des individus et des circonstances. L'interviewé remercie Bernard de Montréal à la fin de l'entretien.